Bonjour à toutes et à tous, mardi 12 janvier, heureuse de vous retrouver pour ces 2 heures d'infos. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour, et bonjour Thomas Misraki, merci d'être avec nous. Nos auditeurs connaissent votre visage, évidemment, puisque vous avez longtemps présenté les journaux sur BFM. Vous vous êtes retiré de l'antenne pour faire du reportage, et c'est un reportage exceptionnel, vraiment, enfin c'est plus qu'un reportage, c'est un documentaire exceptionnel que vous proposez sur RMC Story. Escobar, l'héritage maudit. Les 2 derniers épisodes seront diffusés vendredi soir. C'est un document absolument incroyable. Je conseille à ceux qui ne l'ont pas vu d'aller le voir en replay. Bonjour Thomas Misraki. Bonjour, vous allez nous raconter comment vous avez eu accès au fils de Pablo Escobar, comment vous avez convaincu sa femme, sa fille de vous parler, son avocat. C'est une prouesse journalistique assez incroyable. On va en reparler. Non, c'est un document vraiment hors du commun. Gilles, la question du jour qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. La question du jour, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire incroyable des anges de la télé-réalité. Ah oui, ici on fait de la vraie info. Hein. Oui. Sur les anges. Racontez-nous. Alors, les anges de la télé-réalité étaient en préparation de tournage sur l'île de la Réunion. Ils étaient dans un restaurant. Le maire d'une région était en train de fêter l'anniversaire de sa fille quand ils ont eu l'impression d'être paparazzés, d'être photographiés, eux, les stars incroyables qui étaient là, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de stars sur la Réunion, et du coup, ils ont été très violents auprès du maire pour voir s'il avait pris des photos avec son portable. Vraiment une histoire incroyable. Donc ils ont été bannis de l'île. Oui, la production s'est arrêtée, ils sont repartis, et nous, on s'est demandé s'il fallait vraiment arrêter les anges de la télé-réalité. Ou la télé-réalité, tout simplement. Ou la télé-réalité, tout simplement. Pour l'instant, nos auditeurs votent sur le compte Twitter de Sud Radio, oui à 96%. LB nous dit c'est une émission crétine. On nous dit également que c'est une honte partout où il passe, et non à 4%. Moi, je sais dans quel score vous trouvez, Valérie. Oui. Parce que vous n'aimez pas la télé-réalité, non, madame. pas du tout. Je pense qu'elle est responsable de beaucoup des dérives de notre société aujourd'hui. Je n'y vais pas par 4 chemins. Je pense que la télé-réalité non, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais vous pas, êtes aussi s'il y a des gens qui regardent, c'est qu'il y a un besoin. Oui, il y a un besoin, sauf non, que ça... jamais. Jamais, parce que je suis pas de cette génération-là, en fait. Ouais. Mais quand j'étais gamin, oui, j'ai regardé. À l'époque, c'était les premiers lofts. Le loft, voilà, c'était sauf sidérant. que ça a eu une influence importante sur notre société. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Ça représente plus grand-chose. Mais si, ça représente quand même. C'est 800 000 personnes qui regardent. En termes d'innovation, d'idées, aujourd'hui, c'est des ressucés de concepts qui ont 20 ans. Absolument. On va passer au zapping. Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping. Et je signale à nos auditeurs qu'il y a une sorte de mise à jour de Facebook qui fait que le Facebook Live n'est pas accessible ce matin. Donc écoutez-nous à la radio, sur YouTube, bref, sur votre application. Mais pas de Facebook aujourd'hui. Le zapping. Hier sur CNews, le marin Olivier de Kersauzon rendait un hommage au créateur de Thalassa, Georges Pernoud. Sans Georges Pernoud, sans Thalassa, ça a été commencé il y a 40 ans, ça. Et ça a été une grosse innovation. Ça a permis de sauver plein de documents, plein de témoignages de l'histoire de la mer, de l'histoire maritime, de l'histoire des peuples de la mer et tout. C'est énorme ce qu'il a fait. J'ai toujours été très conscient de ça, et j'ai beaucoup travaillé avec lui sur différents sujets, et j'étais content de le faire. J'avais l'impression qu'on participait à quelque chose dans l'histoire de la mer et de la marine et de notre rapport à la mer qui était vraiment important. Valérie, Thomas, y aura-t-il un nouveau privilège en France, les vaccinés et les non-vaccinés? Est-ce que les vaccinés pourront faire des choses? Eh bien, hier, sur C'est à vous, le docteur Gilbert Deray militait pour qu'il y ait un passeport vaccin pour que vaccinés, on puisse aller au restaurant. Je suis pour le passeport vaccinal, d'abord parce qu'il est déjà en place partout, il va se mettre à l'étranger, donc c'est une fausse mauvaise idée. Autrement dit, on nous demandera un passeport vaccinal pour sortir dehors, et au Danemark, on vous interdira de sortir du Danemark si vous n'avez pas été vacciné, ce qui est logique, sinon vous allez revenir avec la côte. La deuxième raison, je préfère un restaurant qui ouvre avec que des vaccinés qu'un restaurant fermé. Vrai débat qui va. On en reparlera, nous, tout à l'heure à 11h avec les débatteurs. Dans la société. Le monde du spectacle aussi verra si, avec un vaccin, vous pourrez aller au spectacle. Hier, toujours dans C'est à vous, on a assisté à quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a un théâtre qui a fait une pièce une pièce clandestine dans un théâtre. C'était en secret. Et sur scène, il y avait 14 comédiens qui ont joué une pièce, 2h30, la pièce, pour 12 spectateurs.
spectateurs. C'était incroyable. Et donc, les caméras de C'est à vous étaient là. Chut, on est clandestin. On regarde en cachette. Que ça vous fait d'être dans une salle de théâtre, dans la clandestinité? La clandestinité a toujours été le caractère propre de la résistance, à une dégradation progressive de la liberté de vivre. Moi-même, je suis artiste et donc du coup, je peux pas concevoir une vie sans culture. Vous en pensez quoi de faire du théâtre en clandestinité, Valérie ? Non, ça vous choque pas? Si. Mais ce qui m'a le plus choqué, je vous l'ai dit hier, c'est l'émission de France 2 où il y avait du public masqué, où il y y avait 500 personnes, ou plus, je sais pas, la chanson française, et c'était comme une salle de spectacle. Donc il y a des incohérences totales. Mais bon, pourquoi pas théâtre clandestin. Il y a des restaurants clandestins, paraît-il, même dans certains endroits. Oui. L'histoire choquante de ce livreur de Deliveroo qui a refusé de prendre une commande d'un plat cachère. Le restaurateur était invité hier de Cyril Hanouna. Il y a un livreur Deliveroo qui s'est présenté à la fenêtre de mon restaurant. Oui. Avant que je lui demande le numéro de commande, il m'a dit c'est quoi comme spécialité votre restaurant? Moi, naturellement, je lui ai dit spécialité israélienne. D'accord. Et à ce moment-là, il m'a regardé, il m'a dit ok, alors je livre pas. Il a pris la tablette qu'il a et il a dit j'annule la commande. À ce moment-là, je lui ai dit mais pourquoi tu annules? Il me dit je livre pas le cachère, je livre pas pour les juifs, et il est parti. Histoire totalement folle. Vous en pensez quoi? Tout va bien. Ouais, tout va bien. Ouais. Et comme l'a dit, j'ai lu sur Twitter, il est reparti avec son Waze, qui est une création israélienne. Absolument. Donc, si on veut aller au bout de la logique. Et à noter que ce soir, Deliveroo a demandé un droit de réponse. Ils seront dans l'émission de Cyril Hanouna. D'accord. Pour finir, dans ces temps de Covid, la misère progresse et donc les restorants du cœur n'ont jamais été autant nécessaires. Hier a été révélé, vous savez, chaque année, il y a le fameux single des Enfoirés. Et ben voilà, je vais vous faire écouter ce nouveau titre. Vous allez me dire ce que vous en pensez, Thomas. Il a été écrit par Slimane, un chef-d'œuvre. On en fait des erreurs dans ce monde qui crie. On veut toucher la lune pour se mettre à l'abri. On ne connaît même plus le nom de nos voisins. Les mots doux, les je t'aime, ni les ciao pantins. Ici et maintenant, hier et maintenant, toujours et maintenant, enfoiré maintenant. Ah, c'est pour la bonne cause, mais on a l'impression que c'est toujours la même chanson. Un peu. Depuis, c'est toujours. C'est pas pire que les autres chansons. Enfin, non. Ce qui est terrible, c'est qu'on a encore besoin de faire des chansons. Ouais, absolument. Et d'aider les gens comme ça en 2020. Et il y en a de plus en plus. On va se retrouver dans un instant avec vous, Thomas Misraki. Décidément, j'ai du mal à Misraki. Voilà. Je sais pas pourquoi je veux absolument le faire alors, je sais pas s'il y a une pub ou pas. Il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de pub. Et ben voilà. Et ben il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de pub. Vous êtes là parce que vous êtes journaliste, je l'ai dit, réalisateur donc de ce documentaire absolument incroyable, Escobar, l'héritage maudit. Les 2 premiers épisodes ont été diffusés vendredi dernier. Ça a fait un carton. Ce soir, vendredi soir prochain, les 2 prochains, les 2 derniers épisodes. Et donc, vous avez eu accès au fils de Pablo Escobar. Ceux qui ont vu Narcos, c'est Narcos en vrai, en quelque sorte. C'est l'histoire du parrain, de la drogue. On raconte moins le père que le fils. On est obligé de parler du père parce que c'est une ombre dans la vie du fils encore aujourd'hui. Mais ce qu'on a voulu nous raconter, c'était l'histoire d'un survivant. L'histoire de Juan Pablo Escobar, fils de Pablo Escobar. Comment on survit quand on est le fils de Pablo Escobar? Avec ce nom très lourd. Alors, il a un autre nom. Hein. Il s'appelle Sébastien Marroquine. Il est architecte. Il n'a pas du tout choisi la voie de son père. Mais on a envie de connaître les coulisses de ce documentaire parce qu'il faut le découvrir et le regarder. Mais vous avez eu accès à sa femme, à la femme de Pablo Escobar, à sa fille, donc à son fils Juan Pablo qui vous guide. Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on accède au fils de Pablo Escobar quand on est journaliste français? Alors ça s'est fait par étapes. D'abord, la première rencontre a eu lieu à Paris il y a un peu plus de 3 ans. Je suis allé l'interviewer pour l'émission que je présentais à l'époque qui s'appelait 7 jours BFM, qui s'appelle toujours 7 jours BFM, même si c'est plus moi qui la présente. Et je
suis arrivé à l'interview avec un casque de moto. On a fait l'interview, il m'a demandé ce que j'avais comme moto. On est descendu voir la moto qui était un modèle un peu particulier. On en a beaucoup parlé et après on a parlé de restauration de moto. Lui restaurait une vieille moto Guzzi que son père avait récupérée d'un général de Mussolini et moi je restaurais une vieille BMW des années 70 et on a entamé notre relation, si j'ose dire comme ça. Au bout de quelques temps, il m'a envoyé un texto un jour me disant: tu sais ce qu'on devrait faire, on devrait se retrouver en Colombie, toi et moi, pour faire un road trip à moto. Et là je me suis dit, j'ai le fils de Pablo Escobar qui est en train de me proposer un road trip à moto avec lui en Colombie. Il doit y avoir quelque chose à faire. J'ai eu de la chance parce que quelques mois avant ça, j'avais regardé un documentaire avec l'acteur Ewan McGregor. Il avait traversé la Russie avec des potes à moto et j'avais adoré ce doc. Et je me suis dit, il faudrait qu'on fasse la même chose avec Juan Pablo. Je lui ai proposé et il a dit oui. Et c'est quand même, quand il vous propose le road trip, vous n'avez pas peur à un moment, vous dites pas... non, je me dis des rencontres comme ça dans une vie, il n'y en a pas 35. Donc voilà, je me suis dit, je lui propose, il me dit oui, il me dit non, c'est pas grave. Moi, c'est quelqu'un avec qui je m'entendais bien, mais voilà, c'était un début d'amitié, rien d'autre. Et donc ce doc, il vous a ouvert ses archives, parce que pour être très franc, je me suis dit, bon, c'est un énième doc où on va avoir des images qu'on a déjà vues, et là, c'est les photos de lui enfant, c'est vraiment l'intimité de la famille Escobar que Alors, que je vais répondre à votre question en deux fois. D'abord sur l'accès à la famille, ça s'est pas fait du jour au lendemain parce qu'au début on voulait faire un film de 80 minutes, puis on a monté le truc, on s'est aperçu que ça allait nous prendre beaucoup plus de temps, donc on a fait cette mini-série qui fait 4x52. Sur la famille, ça s'est fait au fur et à mesure. Je lui ai dit, écoute, si on raconte qui tu es, il faut que j'ai accès à toutes les personnes qui te connaissent, les gens que tu aimes, les gens que tu aimes pas. Donc ça, c'était la première condition. Ça a pris du temps à le convaincre. Lui m'a dit, je te laisse parler aux gens que je connais, mais je peux pas te garantir qu'ils vont dire oui. Donc ça, c'était mon boulot à moi de convaincre les gens. Et sur les archives, on a eu une chance monstrueuse. Je suis allé le voir à Medellín une première fois. Et un soir, on est allé manger au resto et il m'a dit, il faut que je te montre quelque chose. On est parti, c'était le soir. Il m'a amené dans un immeuble, un peu sur les hauteurs de la ville. Dans cet immeuble, il y avait un parking. Dans ce parking, il y avait un local fermé à clé. On est entré dans ce local. Et dans ce local, il y avait tous les albums photos de la famille Escobar. Incroyable. 47 albums photos. J'ai regardé ça, toutes leurs photos d'enfance, comme les albums que vous avez chez vous. Et je me suis dit, si on a ça, on a quelque chose à raconter. Et je lui ai dit, ça, je peux m'en servir. Il me dit, parlons du projet, mettons-nous d'accord sur tout. Si on est OK, c'est à toi. Est-ce qu'il a demandé de l'argent ? Non. Pas d'argent du tout parce que je lui ai expliqué... Est-ce qu'il veut être intéressé aux ventes ou autre ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça a été la raison pour laquelle il a accepté de faire ce documentaire. C'est la dernière question, la dernière interview que j'ai faite de lui à Buenos Aires. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as dit oui en fait ? Pourquoi tu nous as dit oui ? Il m'a dit pour deux raisons très simples. La première, c'est que tu as réussi à monter le projet. Moi, on propose des tas de choses tout le temps. J'imagine qu'il a été sollicité mais des milliers de fois. personne n'arrive au bout du truc parce que les gens ont peur, parce qu'il y a toujours quelque chose, parce qu'ils me proposent des choses qui ne sont pas faisables ou pas viables, etc., etc. Et la seconde, il m'a dit, tu es la première personne que je rencontre qui me pose des questions sur moi, qui voulait raconter mon histoire et pas celle de mon père. Et c'est pour ça que j'ai dit oui. Voilà. Et en fait, j'ai compris plus tard que l'une des raisons pour lesquelles il avait dit oui, c'est qu'il voulait que quelqu'un raconte son histoire pour son fils à lui, qui a 7 ans aujourd'hui, et qui commence à être confronté à qui était son grand-père, c'est-à-dire Pablo Escobar. Et lui, il aime son père ? Lui, il adore son père, évidemment. C'est ça, c'est ce qu'on découvre dans le documentaire. C'est aussi cet amour qu'il a pour Pablo Escobar. Lui-même est surpris de voir qu'aujourd'hui encore son nom en Colombie signifie quelque chose. Son père, ça a été le meilleur père du monde. C'est-à-dire, c'était un père, déjà un papa gâteau, donc qui lui donnait, évidemment, quand tu es un enfant, c'est important, qui lui donnait tout ce dont il avait envie, tout ce dont il avait besoin. Mais ça a été surtout un père rigoureux, dur, à l'école, avec la drogue. Il a 7 ans, Juan Pablo, quand son père l'amène dans une pièce où il y a une table avec toutes les drogues devant lui, toutes les drogues de l'époque, je tiens à préciser, parce qu'il y en a beaucoup plus maintenant. Il y en a beaucoup plus maintenant. Et il lui dit, voilà, ça c'est ça, ça fait ça, ça c'est ça, ça fait ça. Si un jour tu prends de la cocaïne, tu viens me voir. Et je te donnerai de la cocaïne. Mais ça, c'est le business, on n'y touche pas. On ne prend pas, on ne touche pas à ces drogues-là. Et Juan Pablo n'a jamais touché à la cocaïne. Et ça a été un père comme ça, un père fabuleux d'un côté, et en même temps, un père
qui était un monstre, un monstre sanguinaire, qui a eu 45 000 personnes exactement, responsable de la mort mort sur de la 45 000 conscience. personnes, le plus gros trafiquant de cocaïne au monde. Et ça, il le savait. Là, moi, où j'ai eu un peu peur quand on a commencé à écrire cette histoire et à vouloir la raconter, c'est que je savais pas s'il me disait toute la vérité, en fait. Et il me racontait un jour, on était à Rome ce soir-là, et il me disait, tu sais, moi j'ai écrit des lettres à mon père quand j'étais gamin pour lui demander d'arrêter la violence, Et ça, je l'ai noté. Et quand je suis retourné à Medellín la deuxième fois, j'ai dit, les lettres là, tu les as toujours, je veux les voir. Et en fait, effectivement, à 9 ans, Juan Pablo Escobar écrivait à Pablo Escobar, son père, pour lui dire, papa, on a tout l'argent qu'il nous faut. On vit comme des rois. Arrête la violence, arrête de tuer les gens, ça va mal finir, etc. Ces lettres, il les a écrites à 9 ans, 10 ans, 11 ans. Il s'est d'emblée opposé à la violence de son père. Et donc il y a cette dichotomie incroyable entre le petit garçon qui adore son père, qui est le meilleur père du monde, qui le pousse, qui lui donne confiance, qui lui donne tout ce qu'il veut, et de l'autre côté le fils de Pablo Escobar qui sait que son père c'est un bandit, c'est un assassin et c'est un monstre. Mais lui il se dit pas qu'il vit et il a transmis l'argent de la drogue à ses enfants. Est-ce qu'il a une conscience de ça? Est-ce que ça le gêne ou pas, cet héritage, puisque c'est le titre de votre documentaire? C'est l'héritage maudit parce que évidemment, et vous le verrez dans le 4e épisode, on le confronte à ça. Juan Pablo Escobar dit, mais tu as un double discours. D'un côté, tu rejettes ton père, tu rejettes tout ce qu'il a été et tout. Mais de notre côté, tu profites de ton père. Tu as écrit un bouquin sur ton père qui t'a rapporté beaucoup d'argent. Tu as fait des documentaires, tu fais des conférences sur la paix et contre la drogue qui sont pour la plupart rémunérées. Donc tu profites aussi de cet argent. Et vous verrez ce qu'il répond. Donc il est conscient de cette, j'allais dire, schizophrénie, mais c'est ce qu'on raconte. C'est un héritage maudit. Son père l'a fait. Il lui a donné tout ce qu'un père pouvait donner à un fils. Et en même temps, il n'arrête pas de se battre contre l'ombre, contre l'image de son père, et c'est ça qui est passionnant. Il est très riche. Qui ça, Pablo ou Dans Juan le Pablo? fils. Non, il vit une vie de, j'allais dire, de CSP+. Il habite dans une banlieue résidentielle à Buenos Aires. Il a un petit appartement qui fait 80 mètres carrés dans une tour. Alors c'est un quartier chouette, mais enfin c'est pas non plus. Il a quitté la Colombie. Il ne vit pas en Colombie pour des questions de sécurité. Il ne peut pas vivre en Colombie, justement parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il a encore des tonnes et des tonnes d'argent et qui risquent d'être enlevés. Nous, on a tourné en Colombie avec des gardes du corps, des gardes du corps armés, de la sécurité, parce qu'il avait peur d'être enlevé. Mais c'est un type qui a une voiture, il a un vieux 4x4 qui a 15 ans. Ils ont 2 chambres, il a un enfant. Il est architecte, ça c'est son métier de base, mais il vit de ses conférences, de ses bouquins. Il vit de ça. C'est pas quelqu'un qui roule sur l'or. Mais il raconte d'ailleurs à un moment, et c'est assez émouvant dans le documentaire, qu'on a cherché à tuer sa famille, à Pablo Escobar, à un moment qu'ils étaient devenus la cible de ceux qui voulaient atteindre Escobar. Non, ma question portait sur la personne la plus compliquée à convaincre dans le documentaire. Sa femme, sa sœur, qui était le plus difficile? Il y a 3 personnes qui sont complètement dingues dans ce documentaire. D'abord, il y a la femme de Pablo Escobar, de Juan Pablo Escobar, pardon, la femme du fils. Parce que pourquoi? Elle l'a rencontré, ils se sont rencontrés, lui avait 13 ans. Incroyable. Et elle en avait 18. Et elle a dû faire un choix. Elle a connu la fin de l'époque dorée. Et puis, toute la déchéance. Et quand la déchéance arrive, Pablo Escobar lui demande de choisir. Elle a 18 ans à l'époque. Il lui dit, si tu restes avec nous, c'est un billet pour l'enfer. Elle décide de rester avec cette famille et elle va connaître l'enfer. Elle n'a jamais parlé avant. Quand j'ai demandé à Juan Pablo de savoir si elle allait parler, il m'a dit, bonne chance. Voilà. Et je suis allé la voir à Buenos Aires. On a parlé, on s'est écrit, je lui ai expliqué le projet. Voilà. Elle nous a accordé une interview l'avant-veille de la fin du tournage. On a fait 8 heures d'interview avec elle dans notre hôtel à Buenos Aires au tout dernier moment. Incroyable. Ça, c'était incroyable. Et sans elle, ce doc n'aurait pas été ce doc. La deuxième personne, c'est l'avocat qui a rédigé le testament de Pablo Escobar, qui n'a jamais parlé non plus, y compris pour le livre de Juan Pablo Escobar. On n'a jamais su pourquoi cet homme-là a décidé de parler. C'est un gars extraordinaire. Il a 75 ans aujourd'hui. Il a fait ses études de droit en France, à Assas. Il parle français mieux que nous 3, avec un français des années 60 phénoménal. Et je suis allé le voir à Medellín, pareil. Je suis allé dans son bureau, j'ai essayé de le convaincre. Et à la fin, je suis resté 2 heures avec lui dans son bureau, un bureau d'avocat à l'américaine, vous savez, avec ses grandes tables, des bouquins partout, etc. Et tout. Je lui ai parlé non-stop pendant 2 heures. On a échangé. Et à la fin, il me dit « Ok, je vais le faire. On vous recontacte. » Et le gars a disparu pendant 3 mois. Impossible de le joindre. Au bout de 3 mois, on était partis. On avait commencé le montage, etc. à Paris. Il nous rappelle, il nous dit « Ok, je vous parle. 2 heures chez moi demain. »
On est à Paris, donc on a envoyé une équipe, j'ai rédigé les questions que j'avais, etc. Et tout, on a envoyé une équipe faire l'interview, voilà. Ça, c'est le deuxième truc magique de ce documentaire. Et le troisième, c'est Miguel Rodriguez, qui est le fils de Miguel Rodriguez, le patron du cartel de Cali, qui est toujours en prison aujourd'hui aux États-Unis, je crois en 2036, je crois, et qui a rencontré, donc c'est l'héritier du cartel de Cali, qui a rencontré Juan Pablo Escobar, l'héritier du cartel de Medellín, pour la première fois devant nos caméras. C'est deux personnes qui ont le même âge, qui ont vécu exactement la même chose, se sont rencontrés pour la première fois dans notre doc, devant nos caméras. Et ces deux gars qui ont été les ennemis, enfin les fils des pires ennemis au monde, sont devenus amis en une soirée. On est allés bouffer au resto le soir, tous ensemble. Et comme ils ont connu exactement la même chose, les deux héritiers sont devenus les meilleurs amis du monde. Et ça, c'était dingue. Il y a un livre, il y a ce livre qui sort, qui est sorti le 7 janvier. Et tout la ça femme, pour RMC Story quand même. Ça aurait pu mériter Netflix, non ? On y travaille. Vous y travaillez, parce que c'est la manière dont c'est monté, c'est du Netflix. Donc c'est un document qui est tellement exceptionnel que vous allez le vendre à l'étranger, évidemment. On y travaille. On y travaille activement. Voilà. Je peux pas vous en dire plus maintenant, mais oui, on y travaille activement. On a des très bons retours. Nous, on a fait on n'a pas fait ça pour l'étranger ou pour la France. Mais vous auriez peut-être eu plus de moyens sur une autre chaîne ou autre, ou peut-être. Mais vous savez, ça a été ce qui a été formidable avec RMC Story et avec 10.7, la boîte de production qui s'est lancée là-dedans avec moi. Quand je suis allé voir Victor Robert d'abord pour lui parler de ce projet, qui est le producteur, le patron de 10.7, c'était une petite boîte mais qui faisait de la qualité, et c'est ce que je voulais faire avec ça. Et Victor, il a pas hésité. Le sens du rythme et du montage. Voilà. Et Victor n'a pas hésité une seule seconde. Il a été assez fou, même si ce projet était trop gros pour nous tous. Combien de temps ? 3 ans ? C'est ça à peu près ? On a mis. Il y a eu 11 semaines de tournage, il y a eu 1 an de montage, il y a eu pratiquement 2 ans de préparation. Non, c'est franchement, regardez-le, regardez le replay. Maintenant, pratiquement toutes les box ont des replays. C'est effectivement un documentaire qui vous prend tout de suite parce que c'est les coulisses de Narcos d'une certaine manière. J'avais encore 2 petites questions, Valérie, parce que je sens que vous allez à la conclusion. Est-ce que vous ne regrettez pas, puisque vous avez créé l'émission 7 jours sur BFM TV, ça doit être triste de ne plus vous y voir? Comment... 7 jours, j'étais passé au live BFM l'année dernière, je faisais les matinées 9h midi. J'ai fait 8 saisons de 7 jours BFM, et on a créé ça de toutes pièces. Avec Hervé Bérou, et ça a été une formidable aventure, mais comme toutes les aventures, c'est bien qu'elles se terminent un jour, parce qu'on a tous besoin d'autre chose, tous besoin de se réinventer, voilà. Donc j'ai quitté 7 jours sans regret. C'est Ronald Guintranche qui présente maintenant, il le fait très bien, c'est un très bon journaliste. Donc voilà, il n'y a aucun souci. Moi, je suis très heureux d'avoir tourné cette page-là. Et deuxième question, qu'est-ce que vous répondez au BFM bashing? Ça doit être dur parfois de dire qu'on est de BFM. Moi, je suis très fier de BFM. J'ai travaillé depuis le début. Ça fait 15 ans que j'y suis. C'est une chaîne qui est partie de rien. On est devenu la première chaîne info en France. On travaille beaucoup. Vous comprenez les critiques sur BFM? Bien sûr. Mais vous savez, il y a des dizaines de chaînes en France. Il y a plusieurs chaînes info. Quand on n'aime pas une chaîne, on n'est pas obligé de la regarder, tout simplement. Xavier, un auditeur, dit Pablo Escobar, monstre, qui a aussi toujours des gens qui le vénèrent en Colombie, car il a eu un rôle social dans un pays où le partage des richesses n'est pas vraiment au top. C'est ce qu'on a vu effectivement dans Narcos, où il a carrément construit un village. Un quartier de la ville de Medellín. Moi, je suis allé dans ce quartier avec Juan Pablo Escobar, et je peux vous dire une petite anecdote. J'ai vu des enfants de 10 ans s'agenouiller devant Juan Pablo pour lui baiser la main, en lui disant « Mes parents m'ont dit ce que ton père avait fait pour nous ». Ça, c'est Vous pensez qu'il a été un bien ou un mal pour la Colombie? Un mal, sans contexte. Après, il a fait du bien aux pauvres de Medellín, ça c'est sûr. On le voit dans le documentaire, le jour de son enterrement, etc. C'était un Robin des Bois, mais un mauvais Robin des Bois. C'est quelqu'un qui a gâché la vie de centaines de milliers de personnes. En tout cas, c'est à ne pas manquer sur RMC Story, vendredi soir, 21h05, et le replay, évidemment, pour voir les 2 premiers épisodes. Escobar, l'héritage maudit. Merci Thomas Misraki d'être passé par Sud Radio ce matin.